Hello, bonjour, bonjour, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une vidéo pour la série de preview pour la saison 2019-2020 de la LNH. Et aujourd'hui on se retrouve avec les Blue Jackets de Columbus avec mon t-shirt que j'ai acheté en liquidation, un large, alors que je porte du small. Je vous donne une idée. C'est à peu près de quoi ça a l'air. Mais, point positif, c'est que c'est un t-shirt qui est au nom d'un joueur que j'aime vraiment beaucoup, Zach Werenski, un jeune homme de 21 ou 22 ans, je me rappelle bien. Un défenseur que j'aime vraiment beaucoup, qui semble-t-il stagne maintenant. Il avait promu beaucoup avec sa première saison, qui avait fait à peu près une quarantaine de points, et ça a l'air que depuis, il reste tout le temps au même niveau. Mais ceci étant dit, je l'ai vu jouer pendant les séries éliminatoires en fin de saison l'année passée. C'est un gars qui me met vraiment en confiance. Alors, je suis assez content du fait d'avoir un t-shirt de Werenski. Je suis un peu moins content d'avoir un t-shirt large, par contre. Ça me fait vraiment pas. Alors, pour ce qui est des Blue Jackets de Columbus, ben écoutez, l'année passée, les Blue Jackets de Columbus a été une année en dents de scie. Des fois, ça allait bien, des fois, ça allait pas bien. Bon, c'est l'équipe qui assurément a le plus perdu pendant la saison morte cette année. Ils ont perdu leur gardien de but partant en Bobrovski. Ils ont perdu leur meilleur joueur à l'attaque en Panarin. Ils ont perdu aussi un gars qui n'a pas nécessairement eu un impact pendant la saison régulière, mais qui avait très bien fait en série éliminatoire en Matt Duchene, un joueur de centre. Et ils ont perdu aussi Ryan Dzingel. Dans le cas de Dzingel, c'est un gars qui avait fait ses preuves avec Ottawa, mais ceci étant dit, à Columbus, ça n'a pas nécessairement super bien été. Alors, c'est ce qui fait que c'est peut-être pas nécessairement une grosse perte pour eux autres dans le cas de Dzingel. Là, ce qu'il faut mentionner, c'est que la perte de Panarin, 87 points, on a signé Nyquist pendant la saison morte. Nyquist, l'année passée, 60 points. C'est une drop quand même de près de 30 points, là, 27 points. Ça fait mal. Mais bon, commençons par voir le portrait général de cette équipe-là l'année passée. Alors, les Blue Jackets de Columbus, même coach que l'année passée, Tortorella, même DG que l'année passée, puis bon, depuis plusieurs années en fait, Kokalinen. L'année passée, les Blue Jackets sont terminés avec 47 victoires, 31 défaites, 4 défaites en prolongation, ce qui veut donc dire 47 victoires et 35 défaites au total pour 98 points, ce qui leur a donné le dernier rang accessible pour les séries éliminatoires, soit le 8e rang de la conférence, le 13e rang au niveau de la Ligue. Une moyenne de buts marqués par match de 3.12, ce qui est quand même très bien, avec une moyenne de buts accordés de 2.82. Alors, leur moyenne de buts par match 3.12 leur donne le 12e rang. La moyenne de buts accordés de 2.82, le 11e rang. L'avantage numérique à 15.4, c'est désastreux. Ça leur donne le 28e rang. Et puis sinon, le désavantage numérique avec 85%, ça leur donne le premier rang, égalité avec les Coyotes de l'Arizona et le Lightning de Tampa Bay. Donc, premier rang dans la ligue pour le désavantage numérique, excusez-moi, et le 28e rang pour l'avantage numérique. Il y a un problème au niveau des unités spéciales pour l'avantage numérique, mais on a une très grande force au niveau défensif, et ça, on va le voir tantôt, leur brigade défensive est peut-être une que je préfère au travers de la ligue. J'adore leur brigade défensive aux Blue Jackets de Columbus, mais ça, on s'en reparlera. L'année passée, en première moitié de saison, c'est 24 victoires, 51 points, ce qui leur donnait leur 11e rang dans la conférence de l'Est. En deuxième moitié de saison, c'est 23 victoires, 47 points pour le 9e rang dans la conférence de l'Est, ce qui fait qu'au final, ils ont terminé 8e au total. Le meilleur buteur l'année passée, c'est Cam Atkinson avec 41 buts. Le meilleur pointeur, c'est Artemi Panarin avec 87 points. Et le meilleur défenseur a été Seth Jones avec 46 points. Il y a un différentiel plus-moins de +1. Dans le cas de celui que j'aime vraiment beaucoup, Zach Werenski, il a terminé quand même avec 44 points l'année passée. Il est proche au niveau des points, mais il a terminé, je crois, avec -12. Ce qui faisait de lui comme le deuxième pire dans le différentiel plus-moins. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont dans le moins dans l'équipe des Blue Jackets l'année passée. Fait qu'honnêtement, ça n'a pas nécessairement été la meilleure année défensive pour Werenski. Bon, là maintenant, on parle de reconstruction pour les Blue Jackets de Columbus parce qu'ils ont perdu des morceaux qui étaient des morceaux vraiment importants. Moi, je fais abstraction ici de Matt Duchene et de Dzingel pour la simple et bonne raison qu'ils ne faisaient pas partie de l'équipe toute la saison. Alors, ceux qui ont fait partie de l'équipe toute la saison, c'est Panarin et Bobrovski qui sont partis. Et je vais être honnête avec vous, d'entrée de jeu, en tout cas pratiquement en début de saison pour les deux, là, je me souviens que Bobrovski, c'était en début de saison. Panarin, il me semble que ça n'a pas été tellement long non plus. Mais très rapidement, les deux gars, ils ont annoncé qu'ils voulaient tester le marché. Fac, d'une manière ou d'une autre, c'était pas bon pour l'esprit d'équipe. C'était pas bon pour la psychologie de l'équipe d'avoir deux gars que tu sais qui s'en vont anyways, qui font leur dernière année puis qui s'en vont. Alors là, ici, dans le cas de Kokalinen, lui, ce qu'il a décidé d'essayer, c'est d'y aller le tout pour le tout. On va essayer d'aller le plus loin possible qu'on peut aller en série. Et honnêtement, moi, je trouve que son move était un excellent move à faire. Parce que ça donne de l'expérience à des joueurs qui sont des joueurs jeunes, qui font déjà partie de l'organisation, puis qui vont acquérir une expérience de valeur. Et ça, pour ça, je suis vraiment content. Là, c'est sûr qu'en perdant Matt Duchene, en perdant Artemi Panarin, vous venez de perdre quand même deux spots importants au niveau de l'attaque.
Fait que ça, on ne se le cachera pas. Et en perdant Bobrovski, là, tu viens de perdre tout un spot au niveau des gardiens de but. Ça va être quelque chose qui va être à suivre, la position des gardiens de but. Bon, au niveau des jeunes, on a quand même des jeunes qui sont intéressants puis qui se pointent le nez. C'est pas des gars de 18 ans nécessairement qui vont être des jeunes avec un très très fort potentiel. Ben, peut-être qu'il y en a en fait, là, mais moi j'ai mis ici les jeunes qui pourraient peut-être challenger pour faire partie de l'alignement l'année prochaine dans la LNH. Et honnêtement, il y a des jeunes très intéressants chez les Blue Jackets. On va commencer avec Alexandre Texier, le Français de 20 ans, un choix de deuxième ronde en 2017. Texier est un gars qui a tellement, mais tellement haut nez quand il joue en France, mais on se cachera pas les choses. La Ligue de France, c'est pas vraiment ça, mettons. Fait que bref, Texier a été joué dans la Liga en Finlande. Il a joué 2 saisons là-bas et sa progression a été vraiment super intéressante. L'année passée, ben en fait, il a doublé ses points pratiquement. L'année passée, dans la Liga, Texier a fait un total de 41 points en 55 matchs. 14 buts, 27 assists. 41 points en 55 matchs pour un gars de 19 ans dans la Liga, qui est une des ligues les plus fortes en Europe. C'est très bon. Alors là, le recruteur international des Blue Jackets de Columbus a mentionné quelque chose qui m'a bien fait rire. Donc, il parle de Texier, il dit très fort potentiel offensif, ce gars-là. C'est un gars qui voit un bel avenir dans la LNH. Il s'est présenté avec son attitude typique des Français. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire parce que je vois pas vraiment c'est quoi les stéréotypes qu'on a au niveau européen par rapport aux Français, mais semble-t-il que c'était une forme de compliment qu'on faisait à Alexandre Texier. Fait que bref, on verra ça en temps et lieu. Texier est un gars qui a joué l'année passée dans la LNH. Là, moi, ce que j'ai fait ici, c'est les points cumulés dans la LNH, soit saison régulière et séries éliminatoires, parce qu'il a fini quand même sa saison dans la Liga. Et sauf erreur de ma part, je pense qu'il avait joué aussi dans la Ligue américaine. Je ne l'ai pas marqué, mais il me semble qu'il a joué aussi dans la Ligue américaine l'année passée. Donc bref, ce gars-là est un gars qui a des fortes chances qu'il va se tailler un poste sur une base régulière dans l'organisation. Un autre gars aussi qui devrait se tailler un poste sur une base régulière dans l'organisation, c'est Elvis Merzlikins. Alors, Merzlikins est un gardien de but âgé de 25 ans, choix de 3e ronde en 2014. C'est un gars qui a joué en Suisse. Donc oui, il a beaucoup d'expérience, ce gars-là. C'est un gardien de but qui a de l'expérience dans les circuits professionnels, mais circuit professionnel de Suisse, c'est pas la LNH. Donc oui, il y a des bonnes statistiques au niveau de la Suisse. C'est un gars qu'on voit comme étant le challenger à Korpisalo pour le spot de partant, mais en même temps, Korpisalo est vraiment pas acquis son spot de partant. Fait que bref, Korpisalo est le seul qui va avoir de l'expérience dans la LNH comme gardien de but l'année prochaine. Et je pense que ça peut être intéressant parce qu'on va avoir des challengers internationaux qui peuvent rentrer là-dedans. Comment ils vont réussir à s'adapter, ça on ne sait pas par contre, mais il reste que c'est un gars qui peut être très intéressant pour l'année prochaine. Il jouait dans la Ligue de Suisse, il a joué un total de 43 matchs, une moyenne de buts accordés de 2,44, 921 d'efficacité. Par la suite, on va aller voir le centre Emil Bemstrom, 20 ans. Bemstrom, lui, c'est un choix de 4e ronde en 2017. Ce gars-là jouait dans la Ligue de Suède, la Ligue d'élite de Suède. Alors, Bemstrom, âgé de 19 ans l'année passée, a été le meilleur buteur de la Ligue d'élite de Suède. Et ça, c'est rare d'avoir un gars aussi jeune que ça qui est le meilleur buteur de la Ligue. Pour vous donner juste une référence, ok? L'année passée, Bemstrom a compté un total de 23 buts en 47 matchs pour 35 points. À son année... sa dernière année, excusez-moi, dans la Ligue d'élite de Suède, Elias Pettersson, qui a remporté le Calder, avait compté un total de 24 buts, alors que Bemstrom, 23. Alors, c'est ce qui laisse croire que son adaptation dans la LNH devrait être bien. Elle devrait se faire relativement bien dans le cas d'Emil Bemstrom. Alors, c'est la raison pour laquelle moi, je l'ai mis dans l'alignement et il devrait challenger pour un poste régulier dans la Ligue nationale l'année prochaine. Par la suite, on a le défenseur Vladislav Gavrikov. Gavrikov, lui, c'est un défenseur de 23 ans, choix de 6e ronde en 2015. J'adore ça, les gars qui arrivent et qui sont choisis loin. Ça me fait plaisir d'avoir ça, même un choix de 4e ronde en 2017 en Bemstrom, c'est très intéressant à mes yeux, c'est des underdogs. Alors dans le cas ici de Gavrikov, lui, c'est un joueur qui jouait dans la KHL. Et dans son cas particulier à lui, l'année passée, 60 matchs dans la KHL, 20 points. C'est pas exceptionnel offensivement, mais c'est un défenseur défensif. Il est solide défensivement et il est physique. Alors, c'est un gars qui peut très bien se faire un spot, d'où pourquoi moi je l'ai mis d'ailleurs, qui peut très bien se faire un spot sur une base régulière dans la LNH l'année prochaine. Ce gars-là a terminé avec un différentiel plus-moins de plus
48 dans la KHL l'année passée, ce qui fait de lui le meilleur différentiel plus-moins. Alors, il est solide défensivement, il a des bonnes chances de pouvoir entrer dans l'alignement l'année prochaine. Et on va clore le tout avec Liam Foudy, 19 ans, choix de première ronde en 2018. Il est perçu comme ayant un très très fort potentiel, mais il y a des très fortes chances qu'il retourne au niveau junior l'année prochaine. L'année passée, Foudy a fait 68 points en 62 matchs dans la Ligue de l'Ontario. Il y a un joueur qui fait partie des jeunes que je n'ai pas mis dans les jeunes ici parce que j'avais plus de place sur mon tableau, mais que je veux quand même le mentionner, et c'est Vehviläinen. Donc, Vehviläinen, c'est un gardien de but finlandais qui a des très bonnes stats, honnêtement, au niveau de la Liga, dans la Ligue de Finlande. Donc, il peut être un challenger, lui aussi. Peut-être qu'on va le voir dans la Ligue américaine, peut-être qu'il va challenger Merzlikins, parce que c'est des joueurs internationaux qui ont des bonnes stats ailleurs dans le monde, mais est-ce qu'ils vont s'adapter à la LNH? Moi, je le vois comme un challenger potentiel. Je ne l'ai pas marqué dans les jeunes ici parce que je n'avais pas de place. Alors, au niveau de l'alignement possible qu'on a ici pour l'année 2019-2020 des Blue Jackets de Columbus, moi, je vous dirais qu'on a 3 lignes relativement bien balancées et il va falloir que ça produise. Il va falloir que toutes les lignes d'attaque produisent au niveau offensif parce qu'on a perdu quand même, dans le cas de Panarin, un joueur exceptionnel offensivement. Alors, je pense pas qu'un gars comme exemple Dubois qui a fait 61 points l'année passée ou Atkinson qui a fait 69 points, je pense pas qu'ils vont faire 87-90 points l'année prochaine. Alors, c'est la raison pour laquelle à peu près tous les joueurs vont devoir donner un effort offensivement et leur défensive va pallier à beaucoup de choses. Par contre, leurs gardiens peuvent leur tirer dans le pied assez solidement, merci. Au niveau de l'aile gauche, on a fait l'acquisition de Gustav Lundqvist l'année passée, c'est 60 points en 81 matchs. C'est un joueur d'expérience, on sait à quoi s'attendre de ce gars-là et honnêtement, je pense que c'est un très très bon ajout parce qu'en perdant Panarin, on a un méga spot sur le premier trio qui était perdu et ça, c'est un problème. Par la suite, on a Nick Foligno, encore une fois, un joueur d'expérience qu'on connaît très bien à Columbus. L'année passée, 35 points, 73 matchs. Je pense encore là que c'est un top 6 qui est assez confortable dans le cas de Foligno. Moi, j'ai mis Alexandre Texier ici sur le troisième trio à l'aile gauche. Texier, c'est un joueur de centre. Alors, c'est possible qu'on le voit éventuellement au niveau du centre. Puis vous allez voir, je le fais jouer avec Wennberg qui, pour une raison inconnue, à Columbus, on ne l'aime pas. Alors, ça se peut que ce gars-là soit scratch de temps en temps. Ça se peut qu'il se fasse échanger. Fait que bref, Texier pourrait se ramasser au centre d'un troisième trio et à ce moment-là, on pourrait peut-être voir un gars comme Bemstrom monter sur le troisième trio. Ce que j'aime moins là-dedans, c'est que ça serait 2 jeunes qui joueraient ensemble. Fait que c'est la raison pour laquelle là, je les ai répartis sur 2 trios différents et je leur donne moins de responsabilités en les mettant à l'aile. L'année passée, Texier a joué un total de 10 matchs. Il a fait 4 points dans la LNH. Alors, quand il a joué en fin de saison et les matchs de séries éliminatoires, il a quand même fait 10 matchs, 4 points, ce qui n'est pas mauvais. Mais sinon, c'est un gars qui avait très bien fait au niveau européen. Alors franchement, je pense que c'est un gars qui promet, puis il avait très bien fait dans la Ligue américaine aussi. Alors là, je suis convaincu, ça m'est revenu, il a joué dans la Ligue américaine, puis il a fait pratiquement 1 point par match. Par la suite, au niveau de l'aile gauche, moi je termine le tout avec Bemstrom. L'année passée, dans la Ligue de Suède, Bemstrom a fait un total de 35 points en 47 matchs. Mais comme je vous dis, ce qui est particulier avec lui, c'est ses 23 buts qui a fait de lui le meilleur marqueur de la Ligue. C'est un joueur qui peut se faire un spot assez facilement. Et idéalement, je préférerais l'avoir sur le troisième trio ou sur le deuxième trio plutôt que de l'avoir sur le quatrième. Dans l'immédiat, je le mets ici pour essayer de répartir des gars d'expérience avec des gars qui n'en ont pas dans la LNH. Au niveau des centres, il n'y a pas de question à se poser. Pierre-Luc Dubois va être le centre numéro 1 de cette équipe-là. 61 points en 82 matchs l'année passée. Belle progression pour Pierre-Luc Dubois. Il a des grandes responsabilités, puis on sait que Tortorella l'aime, donc il a confiance en lui. C'est un gars qui fait un très beau noyau pour cette équipe-là. Alors moi, je pense que dans le cas de Dubois, on a peut-être des chances de voir ses statistiques un peu augmenter. Il va avoir plus de temps de glace, peut-être entre autres sur l'avantage numérique, mais en même temps, l'avantage numérique est un pur désastre, puis je ne sais pas si ça va être vraiment mieux l'année prochaine. Moi, je le file pas, by the way, hein. Je ne file pas du tout qu'ils vont s'améliorer au niveau de l'avantage numérique, mais bon, sait-on jamais, il va peut-être avoir un petit peu plus de temps de glace. Par la suite, on a avec Bo Jenner, qui lui, c'est 38 points en 77 matchs l'année passée, un joueur d'expérience, sa place est faite, pas de problème avec ça. Dans le cas de Wennberg, 25 points en 75 matchs l'année passée. Comme je vous dis, je sais pas pourquoi, c'est un mal aimé à Columbus. Donc ça se peut qu'il soit scratch à un moment donné, qu'il soit enlevé. Mais dans l'immédiat, moi je le laisse quand même là parce qu'à 25 points en 75 matchs, je trouve que c'est un bon centre de troisième trio. T'sais. Mais encore là, on pourrait peut-être l'interchanger. Puis question de faire jouer Texier à sa position naturelle, ça pourrait être intéressant. On a par la suite Dubinsky. L'année passée, c'est 61 matchs, 14. Je ne suis pas certain du chiffre que j'ai écrit, c'est soit 14 ou 19 points. J'ai écrit tellement bien pour ceux qui me connaissent personnellement. 14 points en 61 matchs l'année passée, Dubinsky. Dubinsky, là, c'est une pure farce. Pour vous donner une idée, là, il gagne 5 850 000 par année. C'est plus le gars qui a fait 50-60 points dans la NH, ce gars-là. À 33 ans, c'est pas mal ça pour lui, là, d'après moi. Fait qu'honnêtement, moi, je le mets là, par courtoisie dans l'alignement, mais ça se peut qu'on ne le revoie pas sur une base régulière dans cet alignement-là. Alors, dans le cas de Dubinsky, moi, je le mets comme centre de quatrième trio parce que je l'aime bien, mais sinon, ben, je ne vous jure pas que c'est un gars qui va être là pour toute la saison.
On dit ça de même. Par la suite, au niveau de la droite, pas de question à se poser. Cam Atkinson, 69 points l'année passée, 80 matchs. C'est un gars qui a marqué 41 buts. Je ne sais pas s'il va faire encore 41 buts cette année, mais quand même, c'est un gars qui offensivement est très important pour l'attaque. Premier trio assuré. Par la suite, deuxième trio, je vais avec Anderson, 47 points en 82 matchs. Dans le cas d'Anderson, c'est une très belle progression au cours des années. C'est un gars qui est renommé comme étant un power forward, un joueur d'avant de force. Alors, d'après moi, ce gars-là devrait être dans le top 6 l'année prochaine. C'est la raison pour laquelle, je pense pas qu'il va être au-dessus d'Atkinson, ça m'étonnerait bien gros. Fait que c'est la raison pour laquelle je le mets sur le deuxième trio. Brockstrom, lui, ça a l'air que c'est un gars qui surprend vraiment. Donc, c'est-à-dire qu'il fait très bien dans la NH so far. 36 points en 77 matchs, je le connais pas vraiment. Donc, c'est ce qui fait que je veux pas trop m'exprimer sur le gars, mais j'ai entendu et lu des très bons commentaires sur lui. C'est un gars qu'on voit qui pourrait se révéler cette année dans la LNH. Fait on verra dans son cas. Et on termine le tour avec Riley Nash, 12 points 78 matchs. C'est un gars que je vois pas du tout sur un autre trio. À la limite, peut-être un troisième trio, mais c'est pas un gars qui a vraiment un potentiel intéressant, puis c'est un joueur qui a déjà bien de l'expérience. Fait que bref, je le mets sur le quatrième trio. Annie Cannon, lui, 7 points 44 matchs l'année passée. Je le mets comme un joueur scratch. Même chose pour Robinson et pour les Jets. Au niveau des défenseurs gauche, pour l'instant, Zach Werenski, le t-shirt que je porte, n'est pas signé encore, mais d'après moi, il devrait être signé parce que c'est clairement le meilleur défenseur gauche de cette équipe-là. Werenski, l'année passée, c'est 44 points en 82 matchs. C'est au niveau de son jeu défensif qu'il y a eu beaucoup de lacunes. Alors, j'espère vraiment qu'il va améliorer son jeu défensif. Lors des séries éliminatoires, Werenski a mentionné que en fait, c'est en bilan de fin de saison, mais il a mentionné que pendant les séries éliminatoires, lorsqu'il jouait contre le Lightning de Tampa Bay, il a eu l'impression de jouer son meilleur hockey ever. Puis il dit qu'il jouait en confiance contre le premier trio du Lightning de Tampa Bay. On parle quand même de Kucherov, Stamkos puis Brandon Point. C'est quand même pas des deux de pique. Fait que bref, Werenski se dit en confiance pour la prochaine saison et surtout ce qui est content, c'est que semble-t-il, c'est la première été qu'il peut vraiment s'entraîner tout le long de l'été. Alors il semblerait qu'à cause des blessures, les années passées, il ne pouvait pas vraiment s'entraîner, il fallait qu'il se repose à cause de ses blessures. Alors cette année, c'est un gars qui est très en confiance pour la saison qui s'en vient. Puis moi, je suis bien content parce qu'il est jeune, puis s'il continue, mais mettons qu'il va te chercher un 50-60 points, je serais bien heureux. Par la suite, on va y aller avec Ryan Murray. L'année passée, c'est 29 points, 56 matchs. Peut-être un des joueurs les plus fragiles de cette équipe-là au niveau de la santé. Fait que c'est un gars que ça se peut qu'il disparaisse à un moment donné de l'alignement. Mais vous allez voir, ils ont beaucoup de profondeur en défensive. Fait qu'honnêtement, ça serait pas nécessairement un big deal. Et moi, j'y vais avec mon dernier défenseur gauche, Graviskov. Graviskov, dans la Ligue continentale de Russie, c'est 20 points en 60 matchs. Mais c'est un gars, comme je vous dis, qui est renommé pour un jeu solide défensivement, physiquement solide et une bonne première passe. Alors, il y a un potentiel super intéressant, ce gars-là. À 23 ans, c'est pas un genou, c'est un gars qui a déjà de l'expérience. Puis dans le KHL, il joue avec les hommes. Je suis confiant dans son cas. Défenseur droit, pas de question à se poser. Seth Jones, c'est le premier. 46 points à 75 matchs. C'est vraiment le général à la défense des Blue Jackets. Fait que pas de question là-dessus. David Savard est un des défenseurs que j'apprécie beaucoup dans la LNH et que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de reconnaissance. À savoir maintenant, est-ce que c'est parce que, offensivement parlant, il n'y a pas des grosses stats, 24 points, 82 matchs l'année passée. Mais à peu près tous les matchs que j'ai regardés des Blue Jackets en fin de saison l'année passée pendant les séries éliminatoires, David Savard réussit très bien à se sortir de la game, sortir dans le sens à ressortir de la game avec son intelligence et son jeu physique. Alors c'est un gars que je vois défensivement très solide et je l'aime vraiment beaucoup, David Savard. Par la suite, on va y aller avec Nutivaara, 21 points en 80 matchs l'année passée. Nutivaara que je crois est peut-être plus intéressant à voir dans l'alignement sur une base régulière que Harrington qui est un joueur d'expérience ou Clendening qui est un joueur d'expérience. On a aussi Kukan que j'ai mis Scratch Carlson. Donc comme vous voyez, il y a comme 4 joueurs Scratch qui pourraient entrer à peu près n'importe quand dans cet alignement-là. Et pourtant, je trouve que les 6 qu'on a ici sont déjà assez solides. Je suis très curieux de voir qu'est-ce que Gravikov va apporter à l'équipe. Je suis très confiant de voir Werenski s'améliorer, Seth Jones être encore solide, David Savard être encore solide. Et dans le cas de Ryan Murray, ben écoute, tant qu'il n'est pas blessé, il peut être très bon aussi. Fait honnêtement, je suis assez confiant avec cette défensive-là. C'est au niveau des gardiens que je ne suis pas pantoute, et comme à peu près tout le monde, d'après moi, je ne suis pas, parce qu'il n'y a rien en tant que tel qui a été ajouté comme un gardien de but d'expérience dans la LNH. Alors, le seul gardien de but qui a d'expérience dans la LNH, c'est Korpisalo. L'année passée, c'est 27 matchs, une moyenne de 2,95, 897. C'est pas exceptionnel. Ce gars-là a jamais eu plus que 30 départs dans la LNH. Donc, il n'y a absolument rien de partant de la LNH. Je veux bien qu'on croit en lui. Je veux bien qu'on pense qu'il peut être le partant l'année prochaine. Moi, je pense que vraiment, la position de gardien, ça va être un challenge entre 3 gars, ou peut-être 4 gars, je sais pas, mais en tout cas, un challenge entre différents gars. Puis j'ai comme pas l'impression qu'on va avoir un gardien qui va être solidement premier. Bon, on sait jamais maintenant, c'est un gars qui est âgé de 25 ans. La même chose d'ailleurs pour Merzlikins, 25 ans aussi. Fait que c'est des gars qui ont quand même de l'expérience, pas des genoux. Puis Bennington, ce qu'il a fait à 25 ans, on sait jamais. Il y en a peut-être un qui va sortir très fort, mais j'ai pas super confiance. Dans le cas de Merzlikins, ben lui, en Suisse, c'était 43 matchs, une moyenne de 2,5
2,44, 921. C'est un gars qui est partant en Suisse, dans son équipe de Suisse, depuis 4 saisons. Donc, il a de l'expérience comme partant, mais il n'y a rien d'expérience dans la LNH. Et je ne pense pas que le niveau de la Suisse soit un niveau qui est super intéressant à comparer avec la LNH. Je le vois pas comme un partant. Korpisalo, je le vois pas comme un partant. Et le dernier que j'ai mis, moi, c'est Vehviläinen, qui jouait dans la Ligue A en Finlande. 38 matchs. Une moyenne de 1,58, 905 d'efficacité. Au niveau international, ce gars-là a très bien fait. Juste pour vous donner une idée, il avait joué avec l'équipe nationale de Finlande. Le total au niveau international, il a joué 5 matchs, une moyenne de 1,73, 925 d'efficacité. Alors, dans ce cas-là, c'est un gars qui a de l'expérience au niveau professionnel, mais en Europe, dans une ligue qui est beaucoup plus forte. Alors, c'est pour ça que moi, je pense que ça peut être intéressant de voir qui va challenger pour le spot de gardien de but auxiliaire à Korpisalo. Il y a plus de chances que ce soit Merzlikins, mais sait-on jamais, on pourrait peut-être avoir une surprise. Alors, en regard de tout ça, cette équipe-là est une équipe qui, moi, je vous avoue que je trouve que l'attaque peut être balancée. La défense, je la vois comme solide. Et les gardiens de but, c'est un... On va se le mettre, là. Pour moi, les gardiens de but, c'est un gros point d'interrogation. J'en ai aucune espèce d'idée de ce qui va se donner avec les gardiens de but, mais je vois quand même une espèce de compétition interne entre les 3 gardiens de but. Par contre, je pense que le concept de compétition interne est beaucoup plus valable pour les joueurs qui sont défenseurs ou attaquants que pour les gardiens, parce que l'aspect mental est vraiment très important chez les gardiens. Alors, je ne sais pas si l'aspect challenge peut vraiment motiver énormément, ça peut sortir un gars de sa game. Bref, je ne suis pas en confiance avec les gardiens. L'attaque, je trouve que oui, effectivement, elle n'est pas aussi bonne. En perdant Panarin, c'est sûr que tu perds. C'est sûr, sûr, sûr. Comme je vous dis, c'est pas loin d'une trentaine de points qu'on a perdu, même si on a été chercher dans les quiz. Mais on pourrait être vraiment surpris de voir ce que Texier et Bemstrom peuvent apporter à cette équipe-là. Alors franchement, moi, dans le cas de l'attaque, je dis que c'est une équipe qui est balancée. Au niveau des défenseurs, je dis que c'est une équipe qui a de la profondeur et qui est solide. Au niveau des gardiens de but, c'est un gros point d'interrogation. Alors si l'année passée, les Blue Jackets ont réussi à faire les séries short, cette année, je pense qu'ils devraient être à peu près dans les mêmes positions aussi. C'est-à-dire, s'ils font les séries, d'après moi, ils vont les faire en tant qu'équipe repêchée. Mais sinon, ils ont des bonnes chances de ne pas faire les séries. Alors si moi, j'ai à donner une position approximative l'année prochaine pour les Blue Jackets, j'irai probablement dans les positions 8 à 11 dans ces eaux-là pour la conférence. Puis au niveau de la division, moi je vous dirais que je les vois comme étant soit repêchés, ça veut dire 4, jusqu'à peut-être 7, genre. Pas nécessairement la pire équipe de la division, tout dépendamment comment les gardiens vont s'en sortir, mais d'après moi, ça serait une équipe qui va challenger pour les playoffs ou sinon 7 à peu près. Alors, c'est mon opinion. L'indice de Hockey Guide dit que les Blue Jackets devraient terminer dans la division au 4e à 8e rang. Fait que, moi, d'après moi, ça m'étonnerait qu'ils soient derniers, mais 4 à 8, on est quand même assez d'accord à ce niveau-là. Alors, quelle est votre opinion à vous sur les Blue Jackets? D'après vous, à quelle position les Blue Jackets vont terminer l'année prochaine? Est-ce que vous avez des joueurs que vous pensez qui vont surprendre dans cette équipe-là? Moi, je vois Texier Bemstrom comme étant très intéressant, mais même Gravikov, je le vois comme très intéressant pour un défenseur défensif, là, pour le niveau des stats offensives. Alors, moi, j'ai comme 3 joueurs qui m'intéressent vraiment beaucoup à voir comment ils vont se développer. Mais il faut mentionner Anderson aussi, puis Dubois qui va avoir beaucoup de temps de glace, donc on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Et Anderson, c'est un gars qui progresse d'année en année. Est-ce que vous avez des joueurs qui, d'après vous, vont sortir de cette équipe-là? Moi, je pense que Dubinsky, c'est vraiment un gars qui coûte très cher pour ce qu'il apporte à cette équipe-là. Comme je vous dis, je ne sais pas pourquoi, mais Wenberg, ça a l'air qu'il n'est pas apprécié à Columbus. Fait que ça se pourrait qu'on le voit partir lui aussi. Ryan Murray, c'est un gars qui est tout le temps blessé, donc c'est un gars sur lequel on n'a pas nécessairement besoin de bâtir notre défensive. Fait que c'est des gars qui sont, selon moi, à risque dans l'équipe. Alors, bref, voici ceux que je pense qui peuvent surprendre, ceux qui peuvent décevoir, donc qui peuvent être kickés out. Et d'après moi, cette équipe-là devrait être capable de challenger short pour les playoffs, sinon elle ne fait pas les playoffs. Quelle est votre opinion à vous? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un j'aime. Bien entendu, vous pouvez la partager. Ça serait le fun de parler de hockey avec plusieurs personnes. Maintenant, restez connectés, abonnez-vous, activez la petite cloche puisqu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la série de previews de la saison de la LNH 2019-2020. Alors sur ce, moi je vous souhaite une excellente fin de journée. On se revoit sur une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.